Hello les gars et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau update lecture. J'ai lu quelques titres qui m'ont beaucoup plu, des titres qui étaient assez tristes, assez difficiles par leur thématique, mais on va voir tout ça dans les minutes à suivre. Le premier titre que je vais vous présenter, c'est le tome 18 des Walking Dead, la BD qui a inspiré la série par laquelle j'ai commencé. Dans ce tome, on rentre dans l'intimité de Negan grâce à l'intervention de Carl, de son intrusion plutôt, dans ce repère des malfaiteurs, mais aussi des gens décents qui font juste tout pour survivre dans ce monde des zombies. On voit un peu le tenant et les aboutissants de l'alliance de Rick avec les autres communautés qui essayent de s'affranchir du joug de Negan. On voit cette rencontre avec Jésus et aussi avec le roi Ézéchiel. Si vous avez vu la série ou si vous avez lu la BD, vous savez que le roi Ézéchiel, c'est cette meneur de communauté qui a un tigre. C'est un tome que j'ai bien aimé. Je suis rentrée tout de suite dedans, bien que ça faisait un bon bout de temps que j'avais pas lu un tome de The Walking Dead. Mais ça se passait très bien. J'adore chaque fois. C'est un réel plaisir de lire un tome de Walking Dead. Je verrai quand je prendrai les autres tomes parce que d'habitude je les achète en occasion. Mais c'est une petite BD que j'adore. Enfin, c'est plutôt un petit comics. C'est un comics que j'adore et j'ai hâte de découvrir la suite. Prochain tome que j'ai lu et que j'ai adoré, c'est La course aux moutons sauvages. Je dois vous avouer qu'au tout début, j'avais un peu de mal à pas rentrer dedans, mais j'avais un peu du mal à m'attacher parce que ça parle de la vacuité de la vie humaine. C'est un titre très dur malgré son apparence assez carambolesque, assez farfelu, parce que quand tu lis le résumé, c'est sur un gars qui recherche un mouton spécial qui a une étoile dessinée sur la petite fesse. Et ce mouton étoilé, il peut rentrer dans les humains. Il est rentré dans un mec d'extrême droite. Il est fait le maître qui agit dans le couloir de la politique. Ce mec qui a un pouvoir intense. Sauf que le mouton, il a quitté et maintenant le maître, il se meurt. Dans ce roman, c'est le gars, enfin le premier gars dont je vous ai parlé, qui doit le rechercher, sinon il est menacé par ce parti politique. Et il est obligé d'entreprendre cette quête, cette recherche, et il est accompagné de sa nouvelle girlfriend qui a des oreilles magnifiques. Oui. C'est farfelu. Quand tu lis le résumé du titre, je te dis mais où est-ce que je vais embarquer? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce titre qui est assez what the fuck? Je comprends pas. Mais quand tu lis, tu te rends compte que le message de fond, il est beaucoup plus profond. Il y a une douleur et comment dire, un sentiment des vides, des douleurs, de tristesse, de mélancolie qui accompagne notre personnage tout au long de l'histoire, de sa quête. En fait, c'est un personnage, tout au long du titre, on connaît pas son nom. Il est écrit à la première personne et on voit au fur et à mesure le déroulement de sa vie. Ça commence par un deuil, par la perte d'une personne qui faisait partie de sa vie et ça continue d'une manière assez inattendue avec cette recherche de moutons. Mais les propos qui sont tenus ici sont bien plus profonds. Je vais vous lire un peu un petit extrait qui m'a marqué et qui s'applique, que d'après moi, il explique très bien le sentiment prédominant de ce titre. 10 années, ce ne fut rien du tout. Tout ce que j'avais engrangé était sans valeur. Tout ce que j'avais accompli était dénué de sens. Le seul acquis dans tout cela, c'était les nuits. C'est en quelque sorte une quête identitaire, existentielle. On se rend compte de la vacuité de la vie, de cette vie qui parfois elle est dénuée de sens. On est des sortes des entités errantes dans cette vie et parfois on se sent vide, se sent dénué de sens. Notre existence peut paraître sans but apparent et pour moi c'est une sorte de quête identitaire initiatique de son chemin du gars en fait. On voit ces 10 dernières années, enfin en quelque sorte, et on voit le fait que il est un peu sans but dans sa vie et il sait pas quoi faire de sa vie. C'est un truc qui nous arrive peut-être à une grande partie d'entre nous. C'est un titre dans lequel je me retrouve en quelque sorte et du coup c'était assez difficile à la lecture. C'était dur. C'était un titre assez dur quand tu abordais toutes ces thématiques. Tu sentais cette tristesse, ce sentiment de mélancolie à sa lecture.
C'est un titre un peu what the fuck, mais avec un message profond que je vous recommande. Si vous voulez un titre de Murakami qui soit autre qu'une nouvelle, vous pouvez vous aventurer dans la course aux moutons sauvages. Peut-être c'est pas pour tout le monde, mais c'est un titre qui est profond. Il y a une touche de fantastique, d'horrifique, enfin d'horrifique dans le sens la vie est un peu horripilante parfois et je peux que vous le recommander. Un autre titre que j'ai lu récemment, c'est Arena 13, le tome 2. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de cette saga de Joseph Delaney, l'auteur de L'Épouvanteur. Je pense pas que j'ai fait des chroniques sur le premier tome, mais je vais le faire là maintenant. De quoi ça parle? Eh bien, dans ce monde post-apo, l'humanité, elle a été presque éradiquée. Les humains ont perdu la guerre contre les machines, contre les intelligences artificielles, contre les programmes informatiques qu'ils ont créés pour lutter contre d'autres nations. Ces programmes informatiques, ils sont retournés contre eux et du coup, ils les ont quasiment anéantis. Ils ont forcé à vivre en communauté, dans une communauté restreinte nommée Midgard. Et il leur donnait des humains qui les règnent, enfin un protecteur qui est le lien avec le monde extérieur, avec ces machines, mais aussi des entités qui ont échappé de leur contrôle. Ils l'ont laissé à l'intérieur un djinn dénommé Ob, un être très malsain, très pervers, qui adore faire le mal autour de soi, qui adore déchiqueter les gens, les faire souffrir. C'est son petit plaisir. Et dans ce monde post-apo, il y a l'Arena 13. C'est un endroit qui rappelle un peu le Colosseum, l'arène des gladiateurs, où les gens, ils s'entretuent pas, mais ils font du combat avec des lacres. C'est des sortes des entités, enfin, c'est pas des robots parce qu'ils sont créés d'une matière en quelque sorte organique qui se rapproche un peu de l'humain, mais ce sont pas des humains, ce sont des sortes de machines contrôlées par des Wurd, un ancien programme informatique, et à partir de ça, ils peuvent combattre dans cette arène. Il y a deux positions. Il y a un gars qui combat en position mine, il me semble. Du coup, il a juste un lacre devant lui pour le défendre. Et ce lacre, il a une fente gutturale, enfin ici à la gorge, et où les sabres ils doivent rentrer. Notre combattant, il est dans une position de mag. Il combat avec 3 lacres devant lui. Et du coup, le gagnant, il peut rencontrer la gloire, il peut gagner beaucoup d'argent. Dans ce monde post-apo, où il y a cette Arena 13, il y a un gars qui s'appelle Leif. Et du coup, après la mort de ses parents, qui ont été tués par le dénommé Ob, le djinn maléfique, il va venir à Jidan, l'endroit où il y a l'Arena 13, et il va essayer de combattre pour devenir le meilleur combattant et pouvoir confronter à un moment donné peut-être Ob et le tuer. Voilà. Leif, il est issu d'une famille mixte. Son père, il faisait partie d'un peuple ancien Gentai, qui s'appelle le Gentai, qui vit dans la forêt, et sa mère était une habitante, on peut dire lambda, de ce monde. J'ai bien aimé, c'est sympa. Je trouve que c'est quand même un peu moins bien que L'Épouvanteur parce que certains aspects, notamment la création de ces entités, des djinns, des lacres, des programmes informatiques, des Wurd, etc., c'est un peu nébuleux. Parfois, il y a un glossaire à la fin et du coup, tu dois aller faire des va-et-vient entre ton histoire et le glossaire, mais aussi même dans les explications, j'avais un peu de mal à saisir comment ça fonctionnait et c'était quoi le principe de programmation. Peut-être que c'est parce que moi je suis pas douée en programmation, je sais pas, hein, j'ai aucune idée. Parfois c'était un peu lourd à déchiffrer ces idées de langage informatique, mais tout de même c'était une histoire très sympathique. Dans ce récit, il y a un autre personnage féminin qui apparaît, un personnage fort qui s'appelle Ada, qui est porteuse du nom de la première femme programmatrice qui existait dans l'histoire, une femme qui est pleine de ressources, une femme qui a beaucoup de connaissances en matière d'informatique et qui pourra aider Leif dans sa quête à battre Hope, ce djinn meurtrier. Il y a beaucoup de questions qui se posent dans ce récit, il y a beaucoup d'actions. C'est un titre très prenant. Il me semble que c'est un 3 tomes. En tout cas, il y a 3 tomes qui sont parus chez nous. J'ai le tome 3 dans ma palle et je vous le recommande. Voilà. Et on va enchaîner avec un autre titre qui est très intéressant aussi, mais qui fait mal au cœur. Qui fait mal au cœur en quelque sorte. Ça parle d'addiction, ça parle des dépendances. C'est Ghost Eaters. C'est un titre disponible qu'en anglais pour l'instant, mais que j'ai bien aimé. Je vous ai déjà parlé de ce titre dans ma vidéo sur ma palle du début d'année.
C'est chose faite, je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup d'attentes de ce titre et mes attentes, elles ont été toutes comblées parce que c'est un titre très puissant. C'est un titre qui ne te laisse pas indifférent en fait. Ça parle de l'addiction, mais pas juste de l'addiction aux drogues, mais aussi de l'addiction affective envers d'autres personnes, de tout ce qu'on pourrait faire pour ces personnes, tout ce qu'on pourrait lâcher jusqu'à s'oublier soi-même, aller en enfer pour retrouver ces personnes qui potentiellement s'en fout de toi. C'est un récit très très triste et en fait si vous êtes dans une mauvaise passe dans votre vie, ne les lisez pas tout de suite. Ça parle du deuil, ça parle des addictions, comme je vous disais, des addictions à la drogue, des addictions affectives, de l'incapacité de lâcher prise, de laisser le passé derrière soi, de se projeter, d'aller de l'avant après la perte d'un être cher. Pour vous faire un court résumé, ce récit débute avec un groupe d'amis, mais on va vite se concentrer sur deux personnages, sur Erin et Silas. Ils étaient très très proches. Erin et Silas, ils ont eu même des relations amoureuses. Ils étaient très très attachés l'un à l'autre, surtout Erin. Pour elle, Silas, c'était tout son monde. Elle aurait fait n'importe quoi pour lui. Le gars, c'était un gars à part. Un gars fait des contradictions, des ombres et des lumières. Et il avait une partie sombre qui prenait le dessus. Et à un moment donné, dans l'histoire, il a fait une overdose et il est mort. Et à partir de là, Erin, elle est perdue. Elle se sent coupable de sa mort. Elle aimerait le retrouver. Dans ce point de l'histoire, il y a un de ses potes, de tout début, qui lui dit « Écoute, il y a une nouvelle drogue qui s'appelle Ghost. Avec cette drogue, tu pourras retrouver Silas, lui parler. Tu vas être hanté. » En fait, tout au long de l'histoire, on ne parle pas que tu es drogué. Non, on va dire que tu es hantée. Et en vérité, elle est hantée par cet être qu'elle a perdu, qu'elle aimait tant. Et on voit sa décadence tout au long de l'histoire. C'est une histoire très triste. Il y a cette poésie qui se dégage, cette mélancolie. On voit ses sentiments et tout ce qu'elle est capable de faire pour retrouver ce gars. Il y a aussi une touche d'horrifique avec des êtres qu'elle voit, enfin ces morts qu'elle arrive à voir, des scènes très très imagées qui font froid dans le dos. C'est un récit émouvant. Je pourrais pas le recommander à tout le monde parce que je sais que tout le monde ne pourra pas aimer. C'est pas juste horrifique au sens gore, au sens imagé. Il y a cette imagerie puissante qui est décrite au long de l'histoire, mais aussi c'est une horreur un peu psychologique grâce à ce côté malsain de la drogue et de toutes ses implications. Ghost Eaters, c'est un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vu qu'il y a un titre de cet auteur qui a été traduit en français, c'est l'unique titre qui s'appelle Remake et j'ai envie de le découvrir tout simplement. Il a été traduit en 2022 et ce titre il est sorti aussi en 2022. Mais je peux que vous recommander Ghost Eaters. Et le dernier, mais pas le moindre, c'est Caligula et Le Malentendu de Camus. Ces deux pièces de théâtre qui m'ont transportée à travers la plume de Camus. J'avais lu Que l'étranger, comme je vous ai déjà dit par le passé, et que j'avais adoré. Du coup, j'ai tenté l'expérience avec ces deux pièces de théâtre que j'ai bien aimées. Je dois vous avouer que j'ai une préférence pour Caligula, parce que dans Le Malentendu, il y a certains éléments qui sont, à mon goût, un peu trop proches de la réalité. Mais on va voir ça. Pour Caligula, l'action se centre sur le personnage de Caligula, l'empereur romain. Il y a certains faits historiques qui sont corroborés dans ce récit. On voit un peu à travers les actions de Caligula toute cette folie qu'il a incarnée à son époque, cette idée de grandeur et d'avidité. Pour moi, c'était un message de détresse en quelque sorte, mais peut-être que j'interprète mal, mais en quelque sorte, moi je trouvais que le personnage de Caligula, il avait à l'intérieur de lui un conflit dans son désir de montrer son existence, mais aussi de cette idée que la vie, elle est vraiment vaine. On n'arrive pas à transcender sa condition, que l'amour, c'est quelque chose qui nous fait souffrir, qui ne nous aide pas de transcender notre condition. On voit toutes ces contradictions. On voit ce personnage de Caligula qui a tout le pouvoir entre ses mains et qui règne à main de fer contre ses sénateurs et contre tout le monde, même contre son peuple. Il a le pouvoir et du coup, il essaye de montrer que c'est lui le plus puissant. Et on voit un peu sa folie, on voit un peu sa solitude. Il y a quelques passages qui m'ont beaucoup plu dans sa manière de s'exprimer, je vais vous le lire. C'est drôle. Quand je ne tue pas, je me sens seule. Le vivant ne suffit pas à peupler l'univers et à chasser les nuits. Quand vous êtes tous là, vous me faites sentir un vide sans mesure où je ne peux pas regarder. Je ne suis bien que parmi les morts.
eux sont vrais, ils sont comme moi. Voilà, on a cette idée de vacuité, on a cette idée de vide intérieur, de solitude qui est représentée à travers le personnage de Caligula que j'ai beaucoup aimé. Quant à la deuxième pièce de théâtre, c'est un peu plus classique, c'est un drame familial. On retrouve deux dames, une mère et une fille qui détroussent tous ceux qui passent par leur auberge. Ils volent leur argent et se débarrassent du corps. Après, c'est triste, mais en quelque sorte, on voit aussi la dureté de la vie, on voit aussi les relations familiales, on voit cette mère qui, malgré les années, elle a toujours un amour plus profond pour son fils que pour sa fille, qui pourtant elle est restée à côté d'elle et qui l'aide dans la vie de tous les jours, et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans certaines familles aussi. Je trouve ça très réel et peut-être c'est pour ça que j'ai moins aimé ce récit parce que ça se rapproche un peu trop de la réalité, de la vie quotidienne. Mais en tout cas, c'est ces deux récits, ces deux pièces de théâtre qui méritent le détour. La plume de Camus, elle est toujours très intense, elle transmet des émotions fortes et je pense que c'est le plus important dans un récit, d'avoir des émotions, de ressentir ce que le personnage essaie de nous transmettre. C'est des pièces de théâtre que j'ai appréciées et j'ai continué de découvrir la plume de Camus avec d'autres nouvelles ou avec d'autres écrits. Voilà tout ce que j'ai pu lire ce dernier temps. Dites-moi si vous avez déjà lu un de ces titres, si vous avez des titres qui sont semblables à ces récits que je vais vous présenter. Mais en tout cas, je vous fais plein de bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous bisous.